Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau numéro de votre magazine Le Point. Nouvel invité, il s'agit de Monsieur Patrick Kanga. Il est cadre du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, et communicateur à la majorité présidentielle. Bienvenue, Monsieur Patrick Kanga. Merci pour l'invitation. Oui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un communicateur à la majorité présidentielle? C'est de relayer les informations de sa famille politique, mais aussi d'apporter des éclaircissements en rapport avec le regroupement dont il fait partie. Vous pensez que les communicateurs de la majorité présidentielle assument bien leurs fonctions? Je ne pense pas que c'est une fonction spécifique. Tout acteur politique est essentiellement communicateur. Le président de l'Assemblée nationale lui-même, secrétaire général de la majorité, fait partie de nos grands communicateurs. Quand on est un acteur politique, on est de surcroît communicateur parce que tout ce que l'on fait, c'est dans l'intérêt de la population. Et la population doit savoir ce que vous faites pour son compte. Donc on a le devoir, on a l'obligation de venir nous expliquer devant celui qui est le patron de la démocratie, le peuple. Et donc en cela, tout acteur politique est communicateur, naturellement. Bien, venons-en à l'actualité. Le samedi passé, la Commission électorale nationale indépendante a organisé l'élection des gouverneurs dans 19 nouvelles provinces, parce qu'il reste à organiser dans le nord Ubangui et dans le sud Ubangui. Sur 19, 3 provinces ont échappé à la majorité présidentielle. Là, je vois le Bas-Ouélé, je vois l'Équateur, pour ne citer que ceux-là. Quelles leçons vous tirez de cet échec? Il n'y a pas l'échec. Vous dites bien sur 19, 3 ont échappé. Si l'échec, c'est d'avoir fait 16 sur 19... Mais apparemment, l'ex-Équateur vous échappe toujours. Si 16 sur 19 est un échec, alors on se demande bien c'est sur quelle base avec toute la mobilisation qu'il y avait autour. Mais non, on a battu campagne à l'Équateur, comme la démocratie nous l'exige. Un indépendant a gagné. Ce n'est pas l'opposition qui a battu la majorité à l'Équateur, c'est un indépendant. Et c'est cela la démocratie. Mais s'il faut tirer une leçon, c'est une victoire écrasante. Parce que sur les 19 nouvelles provinces où a eu lieu des élections, 16 provinces sont restées du côté de la majorité. Et nous n'avons vu aucune contestation de la population pour contester l'élection de ces nouveaux gouverneurs. Bien au contraire, nous avons vu que la population s'est réjouie avec l'élection de ces nouveaux gouverneurs. Donc au niveau de l'opinion provinciale, où chacun gouverneur a été élu, l'acceptation par la population a été bien faite. Pour nous, on se dit que c'est une victoire pour la démocratie. Une victoire sans péril, donc sans gloire, parce que l'opposition n'avait pas participé? L'opposition a participé à toutes les élections. Il n'y avait pas de candidats, il y avait plutôt 68 candidats indépendants sur 20. Plusieurs personnes de l'opposition se sont présentées comme indépendants. C'était peut-être une stratégie de l'opposition. Malheureusement, ça n'a pas marché. Dans les provinces où ce n'est pas un candidat de la majorité qui a gagné les élections, comment vous comptez asseoir la politique du chef de l'État? Il faut faire la part de choses. Le président de la République est président de ceux de l'opposition et ceux de la majorité. Et il y a ce qu'on appelle la relation institutionnelle. Et le président de la République, en tant que garant de la nation, en tant que chef de l'État, se doit de collaborer avec tous les responsables étatiques en départant leur couleur politique. Donc, que l'on soit gouverneur ayant été élu sur base de la majorité, sur la liste de la majorité ou sur la liste de l'opposition, ou encore un indépendant, il n'y a pas de problème parce que l'essentiel, c'est de servir la nation, l'essentiel, c'est d'être au service pour le peuple. Donc, la couleur politique, dans ce cas de figure, importe peu. Il y a une certaine opinion qui pense que la majorité présidentielle a dû intimider les députés provinciaux. Là, je vois la VSV qui avait en son temps tiré la sonnette d'alarme. Elle avait dit que la majorité présidentielle avait intimidé les députés. Elle avait même cité le coin où les députés étaient intimidés s'ils ne votaient pas le ticket majorité présidentielle. La démocratie, c'est des principes. Je crois que la majorité a battu campagne. Ils ont même dit que l'argent aurait circulé. Je ne suis pas ça, ce sont des affabulations. La démocratie, c'est aussi des principes. Nous avons battu campagne conformément à la législation congolaise.
et non en violation de celle-ci. Mais cette campagne a eu lieu avant même les cadres de la majorité sont allés soutenir ceux qui étaient parmi leurs candidats. Bien avant la campagne. Conformément à la loi. Ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, lorsque j'ai vu la campagne s'est faite où? La campagne ne concernait pas la population. Parce que les électeurs, dans cette échéance, ce sont les députés provinciaux. Donc la campagne, proprement dit, se fait au sein de l'hémicycle. Donc ce qui se fait en dehors ne peut pas être appelé campagne parce que la population n'a aucune influence lors de cette échéance-là. Les électeurs appelés à voter, ce sont les députés provinciaux. Donc, à mon avis, la campagne régulière, c'est au sein de l'hémicycle. Et la campagne s'est faite en déant 3 jours. Et comment vous définissez la sensibilisation du secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle? L'élection a été faite à la télé, on a vu, les gens sont allés voter librement, ils ont porté le choix envers le candidat qu'ils estimaient être le meilleur, et je crois que c'est conformément aux prescrits démocratiques. Seulement, il faut que l'on soit bon perdant. C'est vrai que chacun peut s'imaginer qu'il est membre d'une force politique, mais lorsque nous quittons les spéculations, lorsque nous quittons les utopies, les rêves, nous allons dans la réalité politique. Nous voyons qu'il n'y a jusque-là qu'une seule force politique, et c'est la majorité présidentielle. Et comment vous définissez alors la sensibilisation qu'avait menée le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle? On l'a vu partout, même dans la Mongala. C'est normal. C'est normal. Parce que j'aime bien prendre les exemples ailleurs pour vous montrer que ce qui se fait chez nous, c'est aussi normal. Nous avons vu lors des élections régionales le Premier ministre Manuel Valls faire le tour des régions pour soutenir les candidats du Parti socialiste. Il a fait le tour de toutes les régions où les candidats socialistes étaient en difficulté. Nous avons vu le Premier ministre Manuel Valls, mais pas menacé, mais avoir un temps fort pour dire « là, faites attention, vous ne pouvez pas voter le Front National, faites attention, nous devons tout faire pour qu'il passe ». C'est la démocratie, on ne se fait pas de cadeaux. Nous, on se bat pour gérer le pays parce qu'on estime qu'on a un programme réaliste par rapport au développement et à l'émergence. Et lorsque nous allons vers une échéance électorale, nous mettons toutes les forces de notre côté pour gagner et pas pour perdre. Et si d'autres s'étonnent de nous voir mettre tous nos lieutenants, tous ceux qui sont les cadres de notre force politique en danse pour gagner, mais ce qu'ils ne comprennent pas encore ce que c'est que la politique, la gestion de l'État. Nous, on fait tout pour gagner et nous avons l'habitude de gagner parce que nous nous y préparons. Parce que nous savons que ce sont des échéances importantes et c'est comme l'athlétisme. Il faut se préparer, on ne gagne pas une élection par hasard. Ce n'est pas de la magie, c'est une préparation. Et la majorité présidentielle s'est préparée à gagner ces élections. Qu'il en déplaise à plusieurs, c'est cela la réalité politique. Voilà, l'ex-Équateur semble vous échapper. Il reste 2 élections là-bas. Je vois le Nord Ubangui et le Sud Ubangui. Comment vous comptez l'aborder? Les députés provinciaux de l'Équateur ont fait un choix que l'on respecte. Le reste, c'est le passé. Le gouverneur qui viendra là travaillera pour le compte de la population de l'Équateur et avec toutes les institutions de la République. Nous ne sommes plus à l'heure de la campagne. La campagne a été faite, les députés ont fait leur choix. Maintenant, il faut tabler sur l'avenir. Il y a dans le Nord Ubangui et dans le Sud Ubangui, il y a encore 2 élections qui restent. Comment vous comptez corriger les erreurs? Il n'y a aucune erreur. Nous comptons que les candidats de la majorité puissent gagner ces élections. Mais entre-temps, les députés provinciaux feront leur choix. Et c'est ce choix-là qui sera respecté parce que, qu'il n'en déplaise à plusieurs, nous sommes dans une démocratie. Bon, la Commission électorale nationale indépendante, par la bouche de son président, avait annoncé qu'elle va saisir la Cour constitutionnelle pour une petite extension parce qu'elle s'est dit ne pas être capable d'organiser l'élection présidentielle au plus tard les 19. Le droit positif congolais institue 2 organes, pas 3, pas 4, 2. 2 organes qui ont une compétence électorale en matière de l'élection. S'il faut être plus précis, en matière de l'élection présidentielle et législative, il n'y a que 2 organes. Il y a la CENI, qui est l'organe d'exécution, donc l'organe chargé à organiser ces élections, et il y a la Cour constitutionnelle, qui est l'organe de contrôle, de régulation, qui veille à la régularité du processus.
dès l'instant où l'organe d'exécution, la CENI, qui est chargé d'organiser, se voit être devant des difficultés, auprès de qui peut-elle aller faire part de ces difficultés, si ce n'est à l'organe de contrôle et de régulation, pourquoi pas qui est la Cour constitutionnelle. Non, parce que l'Assemblée n'a pas une compétence électorale. Elle a peut-être une compétence de désignation des membres de la CENI, mais n'a pas une compétence en matière électorale. La Cour constitutionnelle en a. Et je pense qu'il va de bon droit, il va de bonne logique que la CENI s'en remette à la Cour constitutionnelle. Non pas, comme nous avons eu à l'entendre auprès de plusieurs, pour proroger le mandat d'une institution. C'est ça la conséquence. Non, on ne parle pas de la conséquence, on parle de l'acte, qui jusque-là d'ailleurs n'est pas posé. Nous allons peut-être mieux parler de l'intention. Ce n'est pas pour proroger le mandat d'une institution, parce que la CENI n'en a ni la compétence, ni le pouvoir. Mais c'est pour demander, à mon avis, au regard de ce qui est dit, nous l'avons tous entendu, c'est pour demander un délai qui lui permettrait d'être à mesure d'organiser les élections, des bonnes élections. Parce que les élections, c'est la juxtaposition, c'est l'ensemble des procédés. Et jusque-là, tout le monde le sait, l'opposition, la majorité, la société civile, les experts indépendants, nous le savons tous, que la CENI fait face à des difficultés. Donc, il faudrait à un moment que nous fassions part d'un certain réalisme. Et il y a aussi une ONG, l'ONG AETA, qui s'insurge même contre cette démarche de la CENI. Elle propose plutôt une sorte de dialogue technique avec les parties prenantes, les partis politiques, la communauté internationale, les bailleurs de fonds. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas une mauvaise idée que d'avoir un dialogue technique. Mais le dialogue technique n'a pas une qualité d'opposabilité. Ce dialogue technique peut se faire, mais entre-temps, nous sommes devant une démarche juridique. Mais vous ne pensez pas que cette question-là devait être discutée lors du dialogue? Nous sommes devant s'il faut proroger ou pas. Non, nous sommes devant une démarche juridique et une démarche institutionnelle. Il y a des délais, quoique indicatifs, qui sont au sein de la Constitution, à qui le constituant demande à la CENI d'exécuter, et il y a la difficulté pour la CENI d'agir en déant ce délai-là. Il doit s'adresser à une institution qui, elle aussi, a une compétence électorale. C'est la Cour constitutionnelle. Mais entre-temps, s'il faut qu'il y ait à part, de manière informelle, des discussions sur le procédé ou sur le processus pour voir techniquement ce qui est possible de faire, ça c'est une autre démarche, mais qui n'entre pas dans le cadre institutionnel. Raison pour laquelle je dis, est-ce que la CENI a ce pouvoir-là de saisir la Cour constitutionnelle? Parce qu'une opinion pense que ce n'est pas à la CENI de saisir la Cour constitutionnelle et que ces sujets devaient être débattus lors du dialogue. La CENI est l'organe exclusif que la Constitution habilite en matière d'organisation des élections. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a que la CENI. Et l'autre organe qui a une compétence de contrôle et de régulation, c'est la Cour constitutionnelle. Donc il n'y en a pas 2, 3, 4, 5, il n'y en a pas 3, 4, 5, 6, il y en a que 2. Il y a la CENI d'une part, qui est chargée d'organiser les élections. Il y a la Cour constitutionnelle qui est aussi appelée à veiller à la régularité du processus. Donc je pense que là, c'est une question de logique. Il ne faudrait même pas que nous fassions de temps va prendre cette extension, il ne faudrait pas que nous fassions part de politique. Non, là c'est logique, c'est clair. Et combien de temps va prendre cette extension? Parce que jusque-là, la CENI n'a pas encore proposé un calendrier. Je crois que la Cour constitutionnelle ne peut pas non plus demander à la CENI de prendre 20 ans, de prendre 10 ans pour organiser ces élections. Selon vous, donc la Cour constitutionnelle va... Je pense que... parce que la CENI n'a pas encore des élections, on ne sait même pas quand est-ce qu'il y aura révision du fichier électoral, on ne sait même pas... Il faut un délai raisonnable. Il faut un délai. Combien à peu près? Je ne peux pas l'estimer. Je ne suis pas appelé à dire une quelconque date, à pronostiquer. Là, nous serons dans la spéculation. Moi, je suis dans la réalité. La spéculation, on la laisse à d'autres personnes. La CENI n'a pas de calendrier électoral. On n'a pas encore commencé la révision du fichier électoral. À qui la faute?
À qui la faute? La faute à la majorité qui gouverne, qui n'a pas donné des moyens à la CENI pour organiser les élections. Le problème ne se situe pas qu'au niveau de moyens, parce qu'on ne finance pas le vide. On finance un calendrier accepté par les politiques, parce que ce sont les politiques qui sont partie prenante aux élections. Dès l'instant où il n'y a jamais eu un calendrier qui ait requis le consensus des acteurs politiques, qu'est-ce que le gouvernement devait financer? Le vide, les élections. Mais les élections se circonscrivent dans un calendrier. Les étapes électorales qu'on avait. Mais dès l'instant où la CENI n'a pas été à mesure de requérir le consensus auprès des acteurs politiques, le problème ne se situe pas qu'au niveau du financement. Il y a plusieurs problèmes qui, jusque-là, empiètent, fait en sorte que la CENI... Mais vous-même, vous avez évoqué la question du fichier électoral, la question de l'inclusion des nouveaux majeurs. Il y a les élections que nous devons prioriser, lesquelles, depuis 2012 déjà, le président de la République avait instruit le gouvernement, juste après son élection, que les moyens puissent être donnés à la CENI pour que nous organisions les élections locales. Là, nous sommes en 2012. Mais comme il y a des cas fortuits, des cas imprévus, qui est la guerre à l'Est, qui intervient avec les M23, les élus demandent au gouvernement de tout faire pour mettre à la disposition de nos forces de sécurité de tous les moyens nécessaires pour combattre cette rébellion. La procédure qui était enclenchée à l'époque devant nous mener vers l'organisation des élections locales a été interrompue par un cas fortuit, qui est celui de la guerre à l'Est. Nous ne pourrions pas continuer avec ce processus alors qu'il y a nos frères, il y a nos compatriotes à l'Est qui faisaient face à une insécurité grandissante. Il fallait prioriser la sécurité. Et c'est là un cas fortuit. Donc là, nous sommes devant une pesanteur. Nous devons organiser les élections, mais toutes les élections, parce que notre démocratie, notre constitution, que nous devons respecter, nous exige d'avoir des élus à tous les niveaux. Et ce pays, tel qu'il se définit par notre constitution, doit avoir des élus locaux, des conseillers urbains, des bourgmestres, des gouverneurs, à tous les niveaux. C'est à ce niveau-là que la gestion quotidienne de l'État se fait. Et donc là, nous sommes devant plusieurs divergences de vues par rapport au processus électoral. Et ces vues, on n'a plus le choix aujourd'hui, doivent être conciliées. Et ça ne peut être concilié qu'autour d'une table où les acteurs politiques de divers camps doivent échanger. Pourquoi n'est pas seulement organisé comme ça a été le cas en 2011, organiser l'élection présidentielle, l'élection des députés nationaux, et puis le reste viendra après? Mais le après, là, ça risque de devenir continu. Et ça ne permet pas à notre démocratie de s'asseoir sur des vrais fondements. Parce que nous sommes en train, nous risquons d'aller, nous risquons de demeurer dans une démocratie épidermique, une démocratie de façade. Il faut une démocratie qui se fonde réellement, qui s'ancre dans notre pays. Mais une démocratie quand même qui a permis au pays d'exister jusqu'à aujourd'hui. Cette démocratie ne peut s'ancrer que si nous avons des élections à tous les niveaux. Et même si nous devons organiser les élections législatives et présidentielles seulement, comme d'autres le veulent bien, ce sera sur quelle base? Parce qu'il faut constituer le corps électoral. Le corps électoral, c'est le fichier. Jusque-là, la CENI ne dispose pas d'un fichier électoral. Donc, encore là, c'est une impossibilité, même pour ceux qui sont porteurs de cette vue, qui n'est pas la mienne, bien sûr. Donc, dans tous les cas, le cas porté par ceux de l'opposition ou le cas porté par ceux de la majorité qui demandent à ce que nous organisions toutes les élections, dans tous les cas, nous sommes devant un blocage. Et la solution, l'issue sera laquelle? La solution, c'est de dégager une vue qui est des partis de clivage. Dans quel cadre? Une vue consensuelle. Je crois que le cadre a été défini par le président de la République. Je pense qu'il faudrait trouver une vue consensuelle pour faciliter à la CENI la tâche. Parce que là, au moins, la CENI ne se fera pas être rejoint plus tard par une contestation d'un camp. Ce sera une vue unique que nous allons mettre finalement à la disposition de la CENI pour que finalement, je me répète, nous allions finalement à ces élections. Mais le chef de l'État a convoqué ces dialogues depuis novembre dernier, mais ça tarde à démarrer. On ne peut pas organiser ce dialogue à la va-vite. Le dialogue est un dialogue inclusif qui devait bénéficier d'une préparation
via le comité préparatoire qui, lui aussi, se doit d'être inclusif. Donc jusque-là, le médiateur Eden Kodjo, qui d'ailleurs est malade, je crois maintenant convalescent, est en train de tout faire pour que ces organes puissent bénéficier de cette connotation d'inclusivité. Ça ne servirait à rien. Entre-temps, ça on s'approche de la date fatidique. C'est pas de notre faute. Le chef de l'État a manifesté sa bonne foi en convoquant déjà le dialogue. Et si d'autres piétinent encore par rapport à des agendas politiciens, c'est pas de la faute de la majorité. La main est restée tendue, l'ordonnance court encore, et le facilitateur, qui a d'ailleurs été demandé par ceux de l'opposition, est là. Et je crois que les choses vont évoluer. Il y a l'opposition radicale qui campe sur sa position. La majorité va aller au dialogue avec qui exactement? Je pense que le facilitateur devra jouer son rôle. Son rôle, et les opposants que vous dites radicaux doivent être responsables, parce que nous devons préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix et la stabilité. Et là, nous sommes devant... Ce n'est même plus un débat politique. Nous sommes devant un... Qu'est-ce que vous insinuez donc? Nous sommes là devant une réalité... Pas le dialogue, nous sommes là vous n'allez pas au dialogue, donc vous ne voulez pas la paix. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis ceci. Aujourd'hui, nous devons préserver la paix et la stabilité de notre État. Nous l'avons acquis au prix du plus fort. Plusieurs de nos compatriotes ont donné de leur vie pour que nous soyons dans cette paix. Au lieu que d'aller dans des discours politiciens tendant à dire des choses qui vont envenimer la situation, aujourd'hui nous sommes face à un blocage au niveau du processus électoral qui nous exige, à tous les acteurs politiques, de discuter et de trouver le mécanisme consensuel pour sauver cette stabilité, pour préserver, pour consolider cette stabilité. C'est cela l'essentiel. Et nous sommes bien devant l'obligation de trouver une vue consensuelle. Parce que le peuple, qui est le patron de la démocratie, observe aussi la classe politique. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative. On se doit de dialoguer. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils ne viennent pas? Je pense que finalement, ils devront venir. Il n'y a pas d'autre alternative. Eux, ils pensent qu'après le 19 décembre, le chef de l'État doit déposer, démissionner pour qu'il y ait une... En violation de la Constitution. Il y a l'article 70. Le président de la République est garant de la Constitution, il ne peut pas la violer sur demande de l'opposition. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement après le 19 décembre? Je pense que la Constitution réglemente ce qu'on peut appeler la continuité constitutionnelle, pour qu'il n'y ait pas vacance, dès l'instant où les conditions de la vacance du pouvoir ne sont pas réunies. Je pense que la continuité constitutionnelle est consacrée. Ce sera peut-être un pléonasme, est consacré au sein de la Constitution. Il ne faudrait pas qu'on aille dans un débat. De l'article 70 de la Constitution, qui dit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Oui. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'un président soit élu avant le 19 décembre. Cette interprétation, vous la tirez d'où? Elle est fausse. Nous avons eu à le dire. C'est même pas une interprétation juridique qu'il faille faire. C'est une interprétation grammaticale. Juste à l'installation effective du président élu. Donc il faudrait qu'il y ait un président élu d'abord. Le élu là n'est pas conjugué au passé. Le élu, c'est l'adjectif qualificatif qui vient qualifier ce nouveau président. S'il faut donner sa fonction grammaticale, c'est un épithète. C'est pas un verbe conjugué au passé. Ça se circonscrit et ça se comprend dans l'histoire. Quand vous lisez toutes les dispositions transitoires constitutionnelles qu'il y a eu au passé, dans nos anciennes constitutions, il y a toujours eu cette disposition pour préserver la continuité de l'État, pour préserver qu'il n'y ait pas vacance au sommet de l'État. Mais aussi, il faut tenir compte du contexte dans lequel s'élabore cette constitution. Nous venons du 1+4, qui est une guerre, où il y a eu des coups d'État, où il y a eu des rébellions. Donc il fallait consacrer l'élection, sacraliser l'élection. Et on dit là que celui qui ne peut remplacer un président élu ne peut être qu'un autre président élu. C'est ce que veut dire la Constitution. La Constitution ne dit pas il faut qu'il eût été élu. Tant qu'il n'y aura pas un président élu, le président actuel restera en fonction même après 5-10 ans. Non, là vous vous extrapolez. Mais la volonté du constituant
était de sacraliser la légitimité qui provient des urnes. Et la légitimité qui provient des urnes ne peut s'estomper, ne peut être vidée que par une autre élection, par une autre légitimité. En droit administratif, on parlerait même de parallélisme de forme. On ne peut pas vider la force d'une légitimité qui provient du peuple de manière fortuite, de manière hasardeuse, par un groupe de l'opposition. Donc le élu, là, pouvez vous référer auprès des professeurs de français, il a le rôle d'un adjectif qualificatif. Donc il n'est pas conjugué, il est passif. Il n'est pas conjugué. Donc c'est pour déterminer que celui qui peut venir remplacer celui qui est là ne doit provenir que d'une élection. Allons dans votre logique. La CENI a Ce n'est pas ma logique, c'est la logique du constituant de 2006. La CENI a besoin de 18 mois pour réviser le fichier électoral. Selon elle, voilà. Ça c'est l'avis des experts, l'avis des experts, oui, l'avis de la Commission électorale nationale indépendante. Juste après 18 mois, la majorité souhaite assez qu'on commence avec les élections à la base. Ça peut nous prendre plus 5 mois, donc 18 plus 5... Non, et donc le chef de l'État restera en fonction jusqu'à ces temps-là. Non, le problème ne se... Est-ce que la crainte de l'opposition n'est pas fondée? N'allons pas dans un débat individuel, dans un débat physique. Allons dans un débat institutionnel. Ok? Je pense que la CENI est l'institution habilitée à organiser les élections. Et nous voulons qu'il y ait ces élections parce que nous nous préparons pour toutes les élections. Alors, il ne faudrait pas, par votre interprétation, donner l'impression qu'il s'agit là d'un débat physique, d'un débat individuel. Je vous vois venir et je ne veux pas vous suivre dans ça. Nous sommes dans des démarches institutionnelles, donnant à la CENI le délai, l'opinion, je parle, faisant en sorte que la CENI dispose, nous la population, parce que la population c'est le patron de la démocratie, même les arrêts sont rendus au nom du peuple, oui. Faisant en sorte que nous ayons des bonnes élections, dans un délai raisonnable. Pas peu importe, ça ne sera pas après 50 ans, après 100 ans. Finalement, il y aura des élections. On ne peut pas y échapper parce que la Constitution établit clairement et nettement qu'il faut qu'il y ait des élections. Mais il faut que nous ayons des bonnes élections qui sont dépourvues des effets pervers que nous avons connus en 2011 et en 2006. Vous ne pensez pas que pour installer un climat de confiance, il faudrait, juste après le 19 décembre, qu'il y ait un président intérimaire? Non, ce serait violer la Constitution. Au Burkina Faso, on l'a fait? Non, au Burkina Faso, c'est pas dans les mêmes conditions. Il y a eu une interruption constitutionnelle du fait d'un mouvement qui a été créé, qui a court-circuité, je peux dire, la bonne marche des institutions. Ce n'était pas conformément à leur constitution. Il y a eu une situation de fait qui a appelé à ce qu'il y ait des solutions de fait. Mais là, nous sommes dans un schéma classique du respect de notre constitution et cela ne peut pas être fait parce qu'elle n'est pas conforme à l'esprit de notre constitution. Mais la constitution aussi n'avait pas prévu que la CENI aurait des difficultés pour organiser les élections avant le 19 décembre. Nous pensons qu'il faudrait une sorte de transition. L'article qui... Ça, c'est au peuple d'en décider. Mais l'article qui demande à la CENI de convoquer le scrutin, déjà cet article-là, je vais donner un avis en tant qu'analyste, en tant que juriste, en tant qu'intellectuel, c'est un article qui pose problème. Parce que l'article dit... La CENI est appelée à convoquer le scrutin pour l'élection du président de la République 90 jours avant. Et cet article ne parle même pas de l'élection proprement dit. Il parle du scrutin pour l'élection. Donc il parle du déclenchement du processus. Donc du déclenchement de tous les procédés qui doivent nous mener finalement vers l'élection. Donc cet article-là n'est même pas directement relatif à l'élection proprement dit. Contrairement à l'article 7 de la Constitution française qui dit « L'élection du président de la République a lieu 15 jours avant l'expiration de mandat du président de la République, au plus tard 30 ou 35 jours. » On dit « L'élection a lieu ». Vous voyez, il y a quelques nuances juridiques. Et je crois que le débat juridique qui a été déclenché par le président du Sénat lors de son allocution
doit être approfondie par les intellectuels, par les chercheurs, par les étudiants, l'UNIKIN, l'UPC. Il faut vraiment lire cette constitution de fond en comble, parce que des fois les articles sont établis de manière à semer une petite confusion. Et chacun fait sa perception, même si d'autres font du juridisme politicien, en voulant mettre la politique en arrière et en maquillant ça avec le droit. À lire entre les lignes, le discours du président du Sénat, lui, il est contre la révision de cette loi. Moi, ce que je perçois, c'est que le président du Sénat a décelé beaucoup de questionnements, beaucoup d'incohérences, beaucoup d'illogisme dans notre Constitution. Et ça, c'est une affaire d'intellectuels. Ils doivent réfléchir en se départant des pesanteurs politiciennes. Il y a beaucoup de questionnements qui demandent, de manière froide, sans passion, qui demandent à ce que nous réfléchissions profondément sur notre Constitution. Il nous met face à beaucoup de difficultés. Oui, par rapport aux acquis de cette Constitution, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'elle doit être révisée? Je pense que la Constitution est une très belle Constitution. Elle est avant-gardiste. Elle établit le statut de l'opposition avant même la Constitution française. Elle établit la parité de manière claire avant plusieurs constitutions occidentales. Donc c'est une Constitution qui est moderne, si on peut le dire. Mais il y a quelques problématiques qui sont quand même contenues. Il y a quelques incohérences qui demandent à ce que les intellectuels, sans que nous soyons du PPRD, du G7, de l'UDPS, de l'UNC, qui s'asseyent et qu'ils voient ce qui peut être maintenu et ce qui peut être modifié. Et j'espère que, selon la vision de la majorité, l'article 220... Ce n'est pas une vision de la majorité. L'article 220 ne sera pas... On est en train d'échanger... L'article 220 ne sera pas... On est en train d'échanger comme des intellectuels. Il ne faut pas tout le temps faire des clichés. On est libre. On doit échanger. Bon, selon vous, juriste, l'article 220 ne sera pas... Ce que je peux vous dire que... Parce que la crainte de l'opposition, c'est à ce point-là. Le chef de l'État... c'est pas une crainte fondée. Le chef de l'État, ils ne veulent pas voir le chef de l'État au pouvoir après le 19 décembre. Ça, c'est un autre débat, c'est un débat politicien. Des fois, il faut faire des débats un peu plus réels. Vous savez, nous sommes dans une étape de reconstruction. Aujourd'hui, beaucoup de gens apprécient plusieurs de nos pays voisins. Plusieurs apprécient l'Angola, le Rwanda, l'Allemagne. L'Allemagne qui est même l'un des pays les plus stables de l'Union européenne. Je discutais avec des amis en plein débat. Je leur ai dit clairement, je dis si l'Allemagne est plus stable aujourd'hui, c'est aussi grâce à ces institutions qui sont des institutions stables. Angela Merkel a eu le temps d'asseoir sa politique. Lorsqu'elle a eu à bénéficier de son premier mandat, l'Allemagne n'était pas à ce niveau. Il y avait des réformes qui étaient entreprises par son prédécesseur, M. Gerhard Schröder, mais qui n'avaient pas encore donné leurs effets. Madame Angela Merkel, bénéficiant de l'alternative facultative, ce qui nous voulons, a eu le temps d'asseoir sa politique. Mais le chef de l'État, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le chef de l'État, je peux finir. Allez-y. Elle a eu le temps, grâce à cette faculté du peuple, de lui reconduire, de lui renouveler son mandat, d'asseoir une politique de développement. Et aujourd'hui, la France est en plein débat. Ils se demandent s'ils auraient dû inclure cette limitation de mandat. Ça, c'est un débat que je vous parle en tant que juriste. Les Français s'interrogent. Il y a une commission chargée de la réforme, des réformes institutionnelles, qui est en train de se poser. Un grand auteur français, Pierre Pactet, constitutionnaliste de surcroît, qui dit la limitation est une entrave, est une entorse à la liberté d'expression de la population. Donc c'est pour vous dire que le débat est ouvert. Moi, personnellement, je pense que nous sommes dans une étape de reconstruction et il faut donner le plus de temps à ceux qui ont le mandat public de pouvoir asseoir les réformes. Parce que nous ne sommes pas encore assis. Non, 10 ans, pour un pays qui sort du néant, il faut beaucoup de réformes, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'initiatives et il faut, de surcroît, une stabilité politique. L'Angola, aujourd'hui. Le Rwanda, j'ai eu en l'entend, le Rwanda, on peut reprocher au Rwanda beaucoup de choses, mais nous avons lu un article qui faisait du Rwanda le 7e pays le mieux gouverné du monde. C'est notamment grâce à cette stabilité politique et grâce
au régime politique qui est en phase avec ses réalités sociologiques. Donc, si à un moment donné, je peux la finir, stabilité politique rime avec la présence d'une seule personne à la tête du pays pendant plusieurs temps. Non, je peux finir, parce que quand vous m'interrompez, vous comprenez que partiellement ce que je veux dire. Je veux dire ceci, le développement pour nous en Afrique, et encore jusque-là, ça changera peut-être dans 50 ans, dans 20, dans 30 ans, le développement est encore lié à une stabilité politique qui se doit et qui se veut d'être pérenne. Et ça, c'est une réalité. On peut faire un débat avec qui il veut, de quelque nationalité que ce soit, américain, tout ça. Nous avons débattu avec des amis. Ce n'est pas politicien ce que je dis. C'est vérifiable et fondé. La réalité sociologique qui est celui de la RDC demande que nous soyons dans une forte stabilité politique pour promouvoir le développement. Dès l'instant où il y aura l'interruption de cette stabilité politique, qui jusque-là est fondée et assise sur des équilibres fragiles, nous allons reculer de 10 pas en arrière. Donc, et ce ne serait pas une bonne chose. Donc la stabilité, selon vous, rime avec la présence d'une seule personne à la tête du pays pendant plusieurs temps. La stabilité est notamment tributaire de l'accalmie qu'il y a au niveau politique. Mais s'il y a élection et qu'il y a une autre plateforme qui prend le pouvoir, n'est-ce pas là, avec les institutions fortes, n'est-ce pas là qu'il y aura stabilité? Les institutions fortes ne sont pas l'œuvre d'une génération spontanée. Souvent, nous entendons le président Barack Obama dire que en Afrique, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. C'est ça. Mais le président Obama est président des États-Unis aujourd'hui parce qu'il y a eu des hommes forts et non des institutions fortes. Si ces hommes forts n'avaient pas existé, le président Obama ne serait jamais président des États-Unis. C'est parce qu'il y a eu des gens avec des idées fortes, pour même dire des idées forces, comme Martin Luther King, comme Abraham Lincoln, qu'aujourd'hui il y a des présidents latinos qui peuvent être latinos, il y a des présidents noirs. Donc les institutions fortes sont la résultante des idées forces des hommes forts. Et il faut que nous arrivions à l'établissement des institutions fortes. Mais cela est méthodique, cela est un processus, ce n'est pas spontané. En clair, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En clair, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Que donc le chef de l'État pourquoi est-ce que vous avez... Mais c'est ça, c'est ce qui pose problème. Il faudrait qu'on soit clair. C'est qu'on n'a plus d'intellectuels dans ce pays. Il faudrait alors qu'on se dise la vérité, c'est qu'on n'a plus d'intellectuels dans ce pays et on est interdit de réfléchir. Ça, c'est une dictature. L'Assemblée nationale de la première législature, en 2006-2011, a été... Pourquoi vous simplifiez ce que je viens de dire? J'ai dit ceci, l'Assemblée nationale a été renouvelée à 70%. Oui. Et maintenant là, cette Assemblée nationale dirigée par Aubin Minakou a voté plus de lois par rapport à celle-là. Vous ne pensez même pas qu'aujourd'hui, s'il y a alternance au pouvoir... C'est là où je vois que vous êtes insinuateur, où vous avez des procès d'intention. Il n'y a pas question de procès d'intention. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat. Mais pourquoi vous parlez de l'Assemblée nationale d'abord. Pourquoi vous ne parlez pas du Sénat? Parce que si on n'a pas organisé les élections au niveau du Sénat, à qui la faute? C'est le pouvoir qui gère le pays. Je risque de dire que vous êtes partisan. C'est le pouvoir qui gère le pays. Si on n'a pas organisé les élections au Sénat, ce n'est pas à cause des sénateurs. C'est une démarche institutionnelle. Et si on n'a pas organisé les élections qui doivent venir, c'est la faute à qui? Au pouvoir qui ne donne pas l'argent. Vous pensez que c'est un problème d'argent, simplement? Au pouvoir qui ne sait pas sécuriser les élections. Non. Et tout ça, il faudrait appeler les gens au dialogue. C'est pas question de sécurité de la police, c'est question de l'état d'esprit. Mais c'est pas le rôle des partis politiques. Ce n'est pas le rôle des partis politiques d'éduquer ses membres. Ah bon? Alors là, ce que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est que le rôle d'un parti politique? Le rôle d'un parti politique, c'est aussi l'éducation civique de ses militants. Voilà. Et lorsque les partis politiques n'éduquent pas civiquement leurs militants, demandent à leurs militants d'agir de manière non conforme à la démocratie et à la Constitution, cela met le pays dans une situation d'insécurité. Lorsque, en 2006, la Cour suprême a été brûlée, ça n'a pas été le fait de la police ou de l'armée, ça a été l'effet d'un militant, des militants d'un parti politique. Lorsqu'en 2011, il y a des cadres, des notables kassaïens qui n'ont eu la vie sauve que parce que
des bataillons de l'armée les ont exfiltrés de là, ça n'a pas été le fait de la police, ça a été le fait des militants des partis politiques. Cela veut dire que l'insécurité peut provenir aussi des militants des partis politiques. Et c'est en cela que l'on dit qu'il faut que ce soit sécurisé au niveau de nos militants. Parce que des fois, les militants qui ne sont pas armés commettent bien plus de choses graves que ceux qu'ils sont. Donc la sécurisation qui est fait mention par le chef de l'État n'est pas simplement résolue au déploiement des policiers, mais c'est surtout à l'état d'esprit de ceux qui sont dans la chose publique, dans la politique. Alternance en 2016, est-ce qu'aujourd'hui la majorité au pouvoir est capable de se maintenir au pouvoir sans le chef de l'État? Écoutez, la question ne se pose pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas devant une fixation. C'est le peuple qui décide. Et le peuple entend utile. Le peuple avait décidé dans la Constitution, vous m'avez parlé lors du référendum, que après 2 mandats, vous partez. 85% des électeurs ont décidé. 85, c'est la majorité. 85% des électeurs ont décidé. C'est la majorité des électeurs qui ont décidé. Oui. 90% ça s'impose à tout le monde. 90% des électeurs peuvent décider le contraire de 85% des électeurs. C'est ça le parallélisme de forme dans une démocratie. Et c'est ça la crainte de l'opposition. Le dialogue va aboutir à un référendum ça, ce n'est pour pas modifier le dialogue. La Constitution. Non, nous ne parlons pas de modification. Vous m'avez posé une question et j'ai répondu à cette question. Mais entre-temps, le dialogue a été circonscrit par le président de la République. Que le dialogue est là pour s'apaisantir que sur les questions liées au processus électoral. L'ordonnance du président de la République est claire. Mais l'ordonnance du président de la République appelant au dialogue ne fige pas le débat, ne limite pas le débat. La Constitution consacre la liberté de penser et la liberté d'expression. Les intellectuels, ceux qui pensent autrement, ont le droit de continuer de réfléchir. Les partis politiques ont le droit de continuer de réfléchir. Et vous n'allez pas nous demander d'arrêter de réfléchir parce qu'il y a le dialogue. Le dialogue répond à un besoin clair et fixé par le chef de l'État, mais le débat est continu et il sera toujours continu parce que nous sommes dans une démocratie. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que la majorité est prête à se maintenir au pouvoir sans Joseph Kabila? Pourquoi sans Joseph Kabila? Parce qu'il est encore jeune et il sera encore là dans ce pays, il est là. Pourquoi sans lui? Akinga Kati, une fois, il a dit que je vous conduirai vers des victoires futures. Et toutes les victoires qui seront engorgées par la majorité, ça se fera avec Joseph Kabila et non sans Joseph Kabila. Un dernier mot avant de conclure cette émission, Monsieur Patrick Kanga. Je crois qu'on a survolé toutes les questions qui vous préoccupaient et nous espérons que finalement les acteurs politiques vont se départir de tous les agendas politiciens pour que finalement nous puissions discuter autour d'une table pour sauvegarder l'essentiel de notre pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous pour mardi prochain. Une histoire? D'accord. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un grand pays. Un pays où les beautés se retrouvent même dans les coins les plus cachés. Là-bas, au-delà des montagnes et des vallées, d'où souffle le vent du Katanga, dans le coin où la nature est restée nature, la ravissante Njila, belle parmi les belles, cachée dans son lointain village des Kateya, ne souhaite qu'une seule chose, parler une fois de plus à Londres, son fiancé qu'elle n'a pas revu depuis des années. Mais aujourd'hui, elle peut retrouver le sourire parce qu'il communique à tout le monde. Parce que nous croyons au Congo, Vodacom couvre les zones et les villages les plus inaccessibles du pays, là où personne n'a jamais osé aller.
pour donner à chacun le pouvoir de communiquer et ouvrir le Congo profond